Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence organisée par Finance Innovation qui a pour thème Où va l'immobilier, perspective dans un environnement incertain. Et pour démarrer, je vais inviter Béatrice Gage à nous présenter un panorama macro sur la situation immobilière. Et suite à sa présentation, nous aurons une table ronde et pour un décryptage plus en détail avec notre panel. Donc, merci Béatrice pour ta présentation. Merci, bonjour à tous et à tous. Donc, je suis très heureuse de faire cette nouvelle édition chez Finance Innovation. Donc, je dois répondre à où va l'immobilier. Et une manière de répondre, c'était de dire, en fait, l'immobilier peut se projeter dans différentes directions. Pour être très honnête, on se rend bien compte qu'il y a des incertitudes et que le marché va être encore difficile. Donc ça, c'est pour la conclusion. Et il va être d'autant plus difficile que finalement, on a eu une problématique du double ajustement, un ajustement monétaire de 2022 à 2024. Et aujourd'hui, on a l'ajustement en termes de croissance et notamment suite aux problématiques de tarifs douaniers en Europe. Traditionnellement, quand on parle de l'immobilier, on fait un raisonnement sur les facteurs macroéconomiques et financiers et on raisonne en termes de triptyque, c'est-à-dire croissance, inflation et taux d'intérêt. Il se trouve que j'ai 20 minutes, donc je vais passer cette partie croissance, taux d'intérêt et inflation et je vais directement me projeter sur l'immobilier. Alors, quelques remarques préliminaires avant de commencer le panorama européen. Première remarque, c'est qu'en fait, je ne vais pas parler de certains thèmes, donc je ne parlerai pas de l'ESG, je ne parlerai pas des accords de Paris 2050 parce que ceci est une toile de fond et qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser l'immobilier sans penser trajectoire carbone, sans penser l'horizon 2030, sans penser à un horizon 2050, sans penser qu'on construit la ville sur la ville, sans imaginer qu'on puisse faire fi de toutes les problématiques de biodiversité et de ce que va nous recommander la Commission européenne à partir de 2026. Donc ça, c'est le parti pris, je n'en parlerai pas et peut-être qu'on en parlera à la table ronde. Deuxième point sur lequel je vais juste évoquer quelques éléments, c'est le marché résidentiel en tant que tel, et notamment le marché résidentiel français, même s'il doit être mis aussi dans une problématique ou un contexte un peu européen, parce que j'imagine que là aussi, c'est une thématique qui est majeure. On parle beaucoup de la crise, notamment du marché résidentiel, et je pense que cela sera évoqué notamment par rapport à la problématique de croissance, mais aussi de taux d'intérêt, à la fois en termes d'acquisition et aussi de location. Donc voilà, location. Donc voilà finalement les thèmes sur lesquels je ne parlerai pas. Je dois souligner le fait que je travaille pour un asset manager, donc Swiss Life Asset Managers. Je représente aussi ici l'IEIF puisque j'ai fait cette présentation avec Pierre Scheffler le 4 septembre dernier. J'ai juste ajusté cette présentation. Donc c'est une présentation qu'on a préparée finalement à 4 mains. Et c'est l'occasion aussi de dire que l'IEIF est un écosystème pour toute l'industrie immobilière, comme les finances innovations, pour toute l'industrie de l'asset management au niveau global. Alors, première chose, par rapport à ce que, j'allais dire, on sait du marché, souvent on raisonne en termes à la fois de volume et à la fois de valeur. Donc, la présentation sera faite en deux parties. Il y a tout ce qui est associé au marché de la transaction et des signaux en direction du marché de la transaction, à la fois au niveau européen, au niveau sectoriel, ensuite au niveau domestique. Et ensuite, on verra ce qui se passe au niveau des grands portefeuilles des institutionnels européens pour voir si finalement il y a un mismatch ou pas de mismatch. Et on observera qu'il y a finalement une convergence entre les signaux de marché d'un point de vue du volume et aussi ce qu'on retient du point de vue des portefeuilles et des valeurs des portefeuilles. Alors, le premier indicateur, donc, c'est le volume de transactions. Donc, depuis 2007, finalement, la crise financière globale précédente. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un volume annuel en Europe de 200 milliards d'euros. Donc, c'est un niveau qui est bien inférieur à la moyenne de long terme, comme vous pouvez le constater. Mais il est bien évident que finalement, ce qui a aussi biaisé les volumes d'investissement depuis 2015, ça a été le déclenchement du quantitative easing qui a finalement boosté le secteur, la classe d'actifs aussi dans le portefeuille des institutionnels, que cette période-là est révolue et qu'à partir
on va dire, de 2022 de l'ajustement monétaire, les investisseurs institutionnels, toutes classes d'actifs confondus, considèrent que finalement, on va rentrer dans un horizon de taux d'intérêt plus élevé que ce qu'on a connu dans la période depuis 2015 et on va retrouver finalement des taux d'intérêt réels qui seront en lien avec ce qu'on avait connu finalement avant la crise financière globale. Donc ça, c'est la première remarque. Donc finalement, le fait que les investissements se corrigent, c'est pas très étonnant. Deuxième remarque importante, c'est qu'en fait, ils se corrigent différemment selon les secteurs. Et ce qu'on a noté ici en résumé, c'est que évidemment, le secteur qui est un peu ce que moi j'appelle le usual suspect, c'est le secteur du bureau, puisqu'en fait, il y a eu une transformation relativement importante depuis la crise sanitaire, depuis le travail hybride, depuis la digitalisation, notamment dans beaucoup de secteurs. Et donc, du coup, c'est vraiment un secteur qui est à la peine. Le relais, finalement, a été pris en termes de transactions au niveau européen par un autre secteur qui est important, qui est le secteur qu'on appelle industriel, logistique, les parts d'activité, et on considère que les data centers sont au sein de cette classe d'actifs en particulier, et ce qu'on appelle aussi les actifs alternatifs, c'est-à-dire à la fois des actifs de résilience et à la fois des actifs de croissance. Les actifs de résilience, c'est essentiellement le secteur résidentiel, et les actifs de croissance, c'est en fait l'immobilier géré. Donc, ce graphique est intéressant en outre mesure parce qu'il pointe une chose relativement importante, c'est que finalement, les investisseurs qui, quand ils se positionnaient sur certains types d'actifs, et notamment les actifs alternatifs ou industriels dans le passé, étaient dans une logique d'acquisition de portefeuille pour avoir en fait une masse critique et diversifier leur propre portefeuille. On s'aperçoit aujourd'hui que les investisseurs sont toujours dans une logique de portefeuille quand il s'agit d'aller vite et fort, notamment dans le secteur de l'hospitality, parce qu'en fait, il y a un manque d'offres. Mais contrairement, par exemple, dans certains secteurs de l'immobilier géré, comme de la santé, quand bien même, avant la crise, ils étaient plutôt dans une logique d'acquisition en portefeuille, au regard de la problématique des exploitants, ils sont plutôt dans une acquisition granulaire. Donc, en fait, c'est aussi intéressant de comprendre qu'on désagrège finalement les volumes d'investissement pour comprendre que aujourd'hui, les investisseurs institutionnels, quand ils investissent toujours de manière pan-européenne. Ils investissent, on va le voir par la suite, aussi de manière assez domestique. Enfin, les investisseurs domestiques restent quand même assez domestiques, mais plutôt que diversifier de manière monovalente l'idée, se stabiliser et on anticipait finalement un rebond en 2026. En fait, ce qui s'est passé, c'est que alors je peux peut-être revenir un petit peu derrière. On voit bien un pic qu'il y a eu en fin d'année 2024, qui a été en fait une forme de momentum en se disant finalement, il y a pas mal d'espoir. Et il s'est passé deux événements majeurs. Premier événement majeur, donc je reviens maintenant sur cette slide, c'est le fait que l'Allemagne a annoncé son grand plan d'infrastructure et donc sur les marchés financiers, il y a eu un effet immédiat, c'est-à-dire finalement un bond des Bunds allemands qui donc a impacté, j'allais dire, et s'est diffusé à tous les taux d'intérêt long terme, donc les govies sur le plan européen, et ce qui a créé une forme d'incertitude et de comportement de wait and see. Mais ce qui se passe, c'est que au Royaume-Uni, il y a eu une espèce de statement du gouvernement britannique qui a été de demander aux fonds de pension britanniques d'être moins exposés sur l'immobilier et beaucoup plus sur les infrastructures, ce qui explique en fait l'arbitrage notamment qui s'est observé sur le marché du Royaume-Uni. En Allemagne, on est quand même plutôt sur des stratégies de type opportuniste, des acteurs qui sont présents, ils viennent entre guillemets essayer de faire leur marché comme ils peuvent. En France, on n'est pas tant sur des stratégies opportunistes, on est quand même sur, elles existent, on peut en voir, mais finalement, elles ne sont pas légion, on est plutôt sur des stratégies de type core. Et le point d'attention ou le point que je voudrais relever ici, c'est l'Espagne qui finalement s'est hissée en 5e position, juste derrière la Suède, on le voit quasiment en 4e position, parce que l'Espagne, c'est véritablement le pays qui est en rupture par rapport aux grands pays traditionnels, à la fois en termes de croissance et de perspective pour l'immobilier, puisqu'en fait, le marché a été très contraint, on va le voir un peu, eu d'offres spéculatives, et il se trouve qu'ils ont fait des réformes
que ces réformes structurelles ont aujourd'hui porté sur tous les secteurs et qu'elles irriguent aujourd'hui les marchés immobiliers. Donc, c'est véritablement le marché qui est le plus gagnant. Après, quand on raisonne cette fois-ci entre immobilier commercial et ce que j'appelle résilience et hospitality, on a quelque part deux mouvements. Sur l'immobilier commercial, on voit bien que on a des stratégies qui sont à la fois concentrées sur le bureau, donc de manière tactique à Londres, où en fait on a des grands investisseurs qui essaient quand même d'acheter à la décote, acheter pour repositionner, soit en bureau, soit aussi en résidentiel, puisque la transformation au Royaume-Uni est quand même beaucoup plus simplifiée au niveau réglementaire qu'elle ne l'est sur la France. Sur Paris, il y a quelques transactions emblématiques, notamment celle de Blackstone, plus de 700 millions hein, sur un objet unique Trocadéro, qui explique en fait que les stratégies corps sont quand même des stratégies qui sont envisagées comme payantes sur Paris. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on investit sur Paris on va dire entre 4,25, 4,50, voire à 4%, on imagine que la croissance locative sera dynamisée par la productivité par tête, une productivité par tête qui est extrêmement importante à Paris intramuros, et notamment, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, elle bénéficie de ce qu'on appelle à la fois des économies d'agglomération sur des secteurs qui sont finalement à rendement croissant. Donc, je répondrai à des questions s'il y en a sur cette logique-là. Maintenant, je vais passer au niveau du secteur résidentiel et hospitalité, juste pour donner quelques touches sur le graphique qui est présenté ici. Bon, je voulais mettre que Paris restait en première position à la fois en termes d'arbitrage qui avait été observé sur le marché résidentiel, mais aussi sur le marché de l'hôtellerie. Je rappelle que l'Europe continentale est quand même la première destination en termes d'hospitality et de nuitée. Paris n'est pas le premier en termes de nuitée, mais c'est quand même la première place en termes de position. Donc, il n'y a pas de désamour sur Paris, en l'occurrence en hôtellerie. Donc, c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai fait ce graphique pour mettre que finalement, on était relativement bien positionné. Et encore une fois, par rapport au segment résidentiel et peut-être par rapport à la problématique qui sera tout à l'heure évoquée à la table ronde, j'ai positionné Madrid et Barcelone, notamment non pas pour identifier finalement les volumes d'investissement en hospitality ou en hôtel, même si on imagine que ces localisations sont très demandées par les investisseurs institutionnels, mais pour dire que finalement le marché résidentiel marche relativement bien sur, j'allais dire, ces deux localisations, par le fait qu'en fait on fait du build to rent pas mal, et le gouvernement ayant fait des réformes structurelles, il a décidé d'ouvrir la voie aux investisseurs institutionnels plutôt privés et de développer le secteur locatif à la fois à Madrid et à la fois à Barcelone sur toute la chaîne de valeur, sur le social, l'abordable, le privé, le co-living, etc. Donc là, il y a un exemple espagnol qui est relativement intéressant, notamment quand on veut essayer de résorber les crises, notamment en termes d'offres, qui sont observées en France, mais pas uniquement dans d'autres villes européennes. Alors, juste un petit graphique pour dire où est-ce qu'on en est par rapport à 2022, c'est-à-dire par rapport à l'ajustement monétaire. Encore une fois, c'est une autre manière de présenter les signaux de marché par rapport à mes commentaires précédents. C'est de dire que finalement, en Espagne, on est quasiment à moins 10% par rapport à ce point de 2022, suivi de l'Italie. On voit bien que la Grande-Bretagne et la France sont quasiment à moins 50% en termes de volume d'investissement, mais ce qui s'explique aussi par le fait qu'on investit beaucoup moins en termes de bureaux. Et j'ai mis un point d'exclamation sur l'Allemagne, puisque l'Allemagne est vraiment, j'allais dire, le maillon faible en termes de volume d'investissement en Europe, et en Europe continentale en particulier. Et je ne vais pas commencer le deuxième graphique. Chose qui est peut-être importante à souligner, c'est que si on fait le même type de graphique par grand secteur bureau, industriel, hospitality, résidentiel, on note deux choses, c'est que dans tous les pays, le segment résidentiel est au-dessus de sa moyenne de long terme et est au-dessus des 100, identiquement pour l'hospitality, et qu'en revanche, sur le segment résidentiel, évidemment, on a des dynamiques qui sont relativement hétérogènes en regard de la liquidité, mais aussi de l'appétit des investisseurs.
Le secteur de la construction, puisqu'en général, on aime bien corréler les signaux de marché par rapport au secteur de la construction, puisque le secteur de la construction est quand même en avance par rapport aux dynamiques immobilières. Et bien là aussi, on a un peu une forme d'adéquation entre ce qu'on a vu sur les volumes d'investissement et ce qu'on voit sur le secteur de la construction, c'est-à-dire dynamique bicéphale entre d'un côté l'Espagne en rouge et l'Italie en vert. On voit bien que la dynamique de construction elle est relativement possible. Donc là, j'ai fait base 100 en 2008 pour voir qu'on est quand même sous des niveaux de 2008, toujours pour l'Espagne et pour l'Italie. Alors, je vais faire une remarque très particulière, qui est qu'en fait, on voit bien ce qui s'est passé au moment de la crise de la dette souveraine. En fait, il y a eu un effondrement du secteur de la construction. La crise de la dette souveraine, elle est liée au fait qu'il y a des spreads de taux qui sont extrêmement importants et qui ont plombé finalement ces deux pays et qu'il aura fallu aux investisseurs institutionnels quasiment 10 ans pour revenir sur ce marché. Pourquoi j'insiste sur ce point? C'est qu'en fait, la France aujourd'hui est probablement dans une dynamique incertaine et que probablement, même si on n'envisage pas de séisme, il est possible, enfin, la problématique de la rupture sur les gouvisses françaises n'est pas exclue. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup d'attention sur le marché français, sur les marchés financiers et en particulier sur les marchés immobiliers. Le fait qu'il y ait comme il y a de l'incertitude, encore une fois, les investisseurs sont relativement prudents parce qu'encore une fois, le phénomène de rupture ici peut générer, j'allais dire, une dynamique vicieuse pour quelques années. Donc, ce n'est pas le scénario le plus probable, mais c'est aussi la raison qui explique que l'investissement, en particulier en France, a du mal à repartir, notamment par rapport à la problématique des OAT sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Deuxième graphique qui est sur la construction résidentielle, aussi pour faire le lien avec ce que j'avais mis antérieurement, notamment sur les volumes d'investissement entre l'Espagne et aussi d'autres régions. Ce qu'on voit bien ici, cette fois-ci, c'est les mises en chantier annualisées entre la France et l'Espagne. En France, on est à 280 000 mises en chantier par an. On est quand même sous la dynamique de long terme qui a été observée depuis les années 2000. En Espagne, encore une fois, quand on se projette à 5 ans, on est investisseur institutionnel, on se dit quels sont les secteurs qui sont gagnants et surtout quels sont les territoires qui, quelque part, vont être plus spécialisés sur la technologie, sur l'industrie ou sur l'hyper-industrialisation. Et enfin, je vais passer beaucoup plus rapidement pour dire qu'à ces signaux de marché, évidemment, on juxtapose les signaux en termes, cette fois-ci, de valeur, signaux de marché en volume, on juxtapose les signaux de marché en termes de valeur pour dire que, quelque part, le manque de momentum qu'on a observé sur le marché de l'investissement, on le voit cette fois-ci ici en termes de rendement en capital, puisqu'en fait, on avait une stabilisation au premier trimestre sur les rendements en capital et que cette fois-ci, on a une forme d'érosion des valeurs sur un échantillon qui sont les grands fonds pan-européens, qui sont un peu le benchmark que les investisseurs institutionnels regardent. Pourquoi? Parce que ce sont des grands fonds, donc des fonds ouverts, qui sont mark-to-market. Il y a à peu près 2000 actifs. Ils sont relativement représentatifs du marché et c'est la raison pour laquelle là on se dit on est quand même dans une logique finalement peut-être de double dip en immobilier, mais un double dip qui serait relativement léger. Autre information importante, c'est que sur les grands fonds pan-européens, donc encore une fois, des fonds gérés par des grands institutionnels, on s'aperçoit que ce qu'on mesure par étant l'indice de dislocation entre les bons actifs et les mauvais actifs, finalement, il y a eu suffisamment d'arbitrage pour dire qu'au sein finalement de ces portefeuilles institutionnels, l'indice de dislocation, il s'est fortement résorbé par rapport à ce qu'on avait connu pendant la période d'ajustement monétaire, mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe sur le marché de la transaction. Là, c'est pour dire que finalement, ce graphique très agrégé, quand on le désagrège par secteur, on a quelque part le même type de phénomène, c'est-à-dire une érosion des valeurs en industriel, résidentiel, bureau, hôtellerie et commerce au deuxième trimestre, et aussi un indice de dislocation qui s'est aussi résorbé par grands secteurs. Le pendant finalement au marché de l'investissement, c'est aussi comment sont aujourd'hui composés les portefeuilles des grands institutionnels. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a une rotation sectorielle extrêmement importante finalement depuis la crise sanitaire et qu'aujourd'hui, les portefeuilles des institutionnels, même s'ils sont agrégés ici, ils sont beaucoup plus diversifiés qu'ils ne l'étaient encore
en 2008, c'est-à-dire qu'en 2008, on était plutôt sur 3 classes d'actifs, évidemment le commerce, le bureau et un peu le secteur industriel. Et on voit bien que cette rotation sectorielle s'est faite au bénéfice du segment industriel, puisqu'en fait, on imagine aujourd'hui que c'est véritablement le secteur industriel, logistique, les parcs d'activité, les data centers qui vont porter la compétitivité, quelque part de la croissance, mais aussi de l'immobilier dans sa globalité. Et on voit bien ici qu'on a une superposition des stratégies à la fois de croissance, donc par le segment industriel, un peu le segment alternatif et des stratégies de résilience, puisqu'en fait, le segment résidentiel est beaucoup plus présent que par le passé, sachant aussi qu'il y a quand même pas mal d'investisseurs qui ont des stratégies à impact et des stratégies socialement engagées qui expliquent le fait qu'ils sont plus exposés, je vais passer cette slide-là, sur ce segment résidentiel. Enfin, dernier point important en ce qui concerne cette fois-ci la réconciliation entre valeur, volume et où va le marché aujourd'hui. Un petit graphique que moi j'aime bien qui est en fait les taux de capitalisation assez différenciés mais qui sont modélisés à partir des transactions entre ce qu'on appelle les segments les moins performants et les plus performants et ici le quartile médian. Ce que je voulais montrer sur ce graphique, c'est que finalement, sur le marché de la transaction, quand bien même on voit une espèce d'homogénéité et une homogénéisation des portefeuilles des institutionnels, sur le marché de la transaction, il y a quand même beaucoup de dislocations qui persistent, notamment sur le marché, par exemple, britannique ici, sur le segment des bureaux. Et on voit bien qu'elles persistent d'autant plus que le segment, finalement, le quartile médian en termes de taux de cap, il est compris entre 7 et 8. En revanche, ce qui est plutôt positif pour nous et en France en particulier, c'est que, par exemple, ici, on voit bien que le quartile médian se rapproche plus du premier quartile, ce qui veut dire et ce qui illustre le fait que les transactions sont plutôt portées sur du corps. Et encore une fois, ce qui est relativement positif par rapport à ce qu'on voit excusez-moi, au Royaume-Uni, c'est que quelque part, l'écart finalement en point de base, il est de 350 points de base en Grande-Bretagne sur le bureau et finalement, il n'est pas si élevé en France. Petite remarque sur l'Allemagne, on voit bien que le premier quartile en termes de taux de capitalisation, on est bien sur un marché où les investisseurs cherchent des opportunités comme celui-ci, mais différemment, ils cherchent beaucoup d'opportunités. Ici, on voit bien que le taux de capitalisation, il est compris quasiment à 6, entre 6,5 et 7,8 en Allemagne. Encore une fois, un marché d'opportunités comparativement à la France, mais aussi comparativement à l'Espagne, puisqu'on voit que les taux de capitalisation enregistrés sur les transactions en Espagne sont quasiment inférieurs à celles enregistrées en France, ce qui veut bien dire qu'il y a une forme de renchérissement par rapport à la croissance potentielle estimée sur la croissance locative espagnole, notamment sur le marché madrilène. Et encore une fois, quand on regarde le dernier quartile, il n'y a pas tellement d'écart de performance. Autre image, et là je vais être relativement rapide, il y a 2 points que je voulais mentionner sur le segment industriel. C'est que sur le segment industriel, on peut être sur un marché d'opportunités. C'est ce qu'on a vu ici sur le marché des Pays-Bas, qui est un des marchés les plus liquides, les plus gros sur le segment industriel. Mais c'est un marché qui a été relativement impacté par les tarifs douaniers de Donald Trump. Donc, ce qui veut dire que même si le marché, à un moment, on a une espèce d'appétence pour un marché qui va être, par exemple, au cœur de l'Europe, on voit bien qu'il suffit d'un petit effet papillon pour quelque part casser cette dynamique et c'est ce qu'on a observé aux Pays-Bas. Donc, on voit bien que le taux de capitalisation ici des bons actifs, il est au-dessus de 10 et encore une fois, c'est lié quelque part aux tarifs commerciaux. Et l'autre point que je voulais mentionner en termes du segment industriel, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux de capitalisation, par exemple, en Grande-Bretagne, en France. Alors, c'est en Grande-Bretagne, oui, en France, qui sont quasiment inférieurs dans certaines localisations comparativement au bureau. Et ça ne s'était jamais vu. Je pense que j'en ai terminé. Voilà, je vais passer cette slide-là parce qu'il est sur le marché coté pour dire qu'en fait, pour revenir sur la France, et évidemment le marché des SCPI, pour dire qu'on est un petit peu dans une histoire de double dip, notamment quand on fait la corrélation entre les indices MSCI dont j'ai parlé tout à l'heure, spécialisé sur la France et l'indice EDEC EUIF qui reste le benchmark de référence en France, on voit bien qu'on est sous une forme de W, donc de double dip du marché français et notamment sur le marché des SCPI. J'allais dire, c'est effectivement là où le bas blesse en France. Et alors, quand on voit ça, on peut se dire que quand même,
le moyen de sortir un peu la tête de l'eau ou la tête du sable, c'est effectivement de travailler les actifs, les repositionner, les rendre plus vertueux et en les rendant plus vertueux, en les repositionnant, quelque part booster leur croissance potentielle future. Enfin, je vais terminer par une slide, et notamment par celle-ci qui montre la corrélation finalement entre le taux de capitalisation des bureaux prime QCA et les OATI à 10 ans. Il y a une très forte corrélation qui explique que finalement, lorsque le taux des OATI augmente, et théoriquement, le taux de capitalisation Paris QCA doit augmenter. Ce qu'on voit, c'est que le taux prime tel qu'il est publié par les brokers, il est entre 4,25 et 4,5. Et en fait, ce que montre notre analyse, c'est que quelque part, avec un taux des OATI à 10 ans de 1,5 tel qu'on l'avait noté fin août, il n'a pas véritablement changé. Le taux des bureaux prime Paris QCA devrait être à 4,9. D'accord. Après, il y a toute une discussion qui est de dire et de justifier des transactions entre 4,25 et 4,5, voire en dessous, en disant en fait, ce que pensent les investisseurs institutionnels, c'est que la croissance locative, donc par rapport au taux des OATI en termes d'inflation, la croissance locative, notamment dans certaines zones de productivité où sont localisés les actifs prime, sera bien supérieure finalement à l'inflation et à l'ILAT. Et enfin, dernier point, qui est finalement ce qui fait un peu peur aujourd'hui quand on parle du marché français, c'est ce que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, notamment quand j'ai fait référence à la crise de la dette souveraine. Alors évidemment, on ne parle pas d'une crise de la dette souveraine aujourd'hui en Europe. On sait bien que la Banque centrale européenne a les outils si jamais elle devrait intervenir. Mais ce qui est un peu gênant, c'est que la prime de risque de crédit, finalement, elle est sur une tendance haussière. Elle est maintenant à 80 points de base au-dessus des Bunds allemands. C'est gênant. Aujourd'hui, l'Italie a quelque part eu une dynamique relativement vertueuse, l'Espagne également, et c'est quelque part la France qui est un peu considérée non plus comme un pays core, mais un pays comme semi-core par rapport à l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Et on voit que les OAT françaises ont convergé vers les OAT italiennes. C'était le cas la semaine dernière. Donc, encore une fois, pour dire, quand on voit le niveau des OAT et le trend, d'accord, même si on se dit qu'aujourd'hui, les marchés financiers ont pricé ce niveau des OAT relativement élevé, et même le spread des OAT vis-à-vis du Bund, on ne peut pas empêcher de penser qu'il ne faudrait pas, et notamment par rapport à ce que va faire le gouvernement, par rapport à ce qui va se passer au niveau de la loi de finances à l'Assemblée nationale, il ne faudrait pas que lorsque le budget soit publié, qu'on ait un moment tel qu'on l'a connu en septembre 2022 en Grande-Bretagne, où en fait il y avait eu cet effet Liz Truss qui avait poussé les goodies, au plafond, et quelque part qui avait entraîné l'économie britannique à la fois en récession et le marché immobilier dans une forme de déconfiture. Donc c'est évidemment pas le message que je souhaite porter, mais évidemment on va comprendre que les investisseurs institutionnels, et pas seulement, même l'investissement retail est relativement circonspect, prudent par rapport justement à un mauvais effet papillon qui pourrait éventuellement se passer. Je vais terminer par une dernière slide qui est finalement le pendant à la première slide, qui est que l'immobilier doit être repensé, et notamment repensé au niveau, de la nouvelle réglementation, mais aussi des changements structurels. Et le dernier message, puisqu'en fait, c'est Finance Innovation qui nous héberge, c'est vrai quand on est dans un environnement relativement difficile, comme ce qu'on connaît depuis, 2022, depuis l'ajustement monétaire, il est important de travailler les actifs au cas par cas. Et je pense que l'innovation aujourd'hui, alors que ce soit par des PropTech qui sont spécialisés sur le pricing, que ce soit des PropTech qui sont spécialisés par exemple sur le SG, que ce soit des PropTech qui soient spécialisés aussi sur la digitalisation des valeurs de part et autres, les PropTech sont là pour aider finalement les gestionnaires de patrimoine à innover et à rendre finalement leur stratégie, pas seulement leur patrimoine, beaucoup plus vertueuse et beaucoup plus dynamique. Donc, on a la chance aujourd'hui d'être hébergé par Finance Innovation. Il y a tout un écosystème de PropTech et il faut essayer aujourd'hui, je pense, de capitaliser sur cet environnement qu'on connaît en France. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Béatrice, pour ces bilans et présentations des perspectives pour les secteurs immobiliers en 2025. Et merci aussi pour le soutien à Finance Innovation, à toi et toute l'équipe de Swiss Life et à tous nos membres, bien sûr. Nous allons ouvrir les échanges avec la table ronde. Et j'invite à venir sur scène Sophie Perrieux de monemprunt.com, Virginie Valou de la Française REM, Frédéric Hermeneux de Spirit, Philippe Schmidt de Afedim et Laurent Escobar de Adéquation qui va animer la table ronde et à qui je passe la parole. Merci beaucoup, José. Merci, Béatrice, pour avoir planté le décor et nous avoir donné quelques objectifs de discussion. Mettez-vous, voilà, moi je vais me mettre sur le coin. Voilà. Super. Donc, on va essayer de faire un tour d'horizon en 3 quarts d'heure. Donc, ça va être rythmé. On va essayer. Donc, je me présente, je suis Laurent Escobar. Je co-dirige un bureau d'études qui s'appelle Adéquation, qui est spécialisé dans l'observation des marchés immobiliers et le conseil en programmation. Et donc, Finance Innovation m'a effectivement proposé d'animer cette table ronde avec, vous allez le découvrir, un panel d'acteurs très complémentaires et très différents. Et il a fallu accorder les interventions pour que tout ça fasse sens pour vous et que vous ne soyez pas perdus dans les interventions de chacun. Donc, en fait, notre fil conducteur, ça va être comment adapter finalement pour chacun d'entre eux sa stratégie à un secteur donc, qui est en crise, avec un S au pluriel, et sur quelle piste ils travaillent. Ils ont travaillé, ils continuent de travailler pour se préparer à se sortir de ce contexte, tout en assumant évidemment des objectifs de transition 2030-2050 qui nous ont été parfaitement rappelés par Béatrice. Donc je propose, comme souvent, de faire un tour de table avec une première question. Je passe la parole à mes intervenants, ce qui leur permet de se présenter tout en répondant à une première question, ce qui nous fait gagner un tout petit peu de temps. Voilà, j'ai commencé par Frédéric Hermeneux, donc, qui est directeur général adjoint du groupe Spirit, donc promoteur, mais pas que. Et donc, vous appuyez sur un modèle singulier qui adresse plusieurs segments de différentes manières. Est-ce que justement dans ce contexte et pour l'avenir, ça vous permet d'être peut-être suffisamment résilient? Oui, bonjour à tous. Alors, pour répondre à cette question, le plus simple, c'est sans doute que je vous présente en quelques mots Spirit. Donc, Spirit, on aime bien se présenter comme un acteur global de l'immobilier, puisque à côté de notre métier historique qui est la promotion immobilière, on a développé ces dernières années de nouvelles compétences. Donc, Spirit, en quelques mots, on développe entre 1000 et 1500 logements neufs par an en France. On est également le premier promoteur, au moins en Île-de-France, dans la classe d'actifs des locaux d'activité. On construit les outils de production des entreprises françaises et on a développé depuis maintenant 20 ans un vrai savoir-faire. Donc ça, c'est notre métier historique, la promotion. Et depuis maintenant plus de 5 ans, on a également une activité d'investissement. On a créé une société de gestion qui est agréée auprès de l'AMF. On gère 500 millions d'actifs et dans un premier temps pour des clients institutionnels. Et puis depuis maintenant une semaine, on a lancé une SCPI à Patrimonia, investie dans les locaux d'activité qui est notre savoir-faire. Voilà. Donc, moi, je considère qu'aujourd'hui, le fait d'être à la fois promoteur, investisseur, et puis d'avoir développé de nouvelles activités autour de l'immobilier, c'est plutôt un atout dans le contexte de marché qu'on connaît. Et puis, il y a aussi une deuxième chose qui nous permet d'aborder cette période compliquée avec une forme de confiance dans le long terme, c'est notre culture d'entreprise. On est une entreprise qui a maintenant 35 ans, avec un actionnariat familial stable, qui a fait le choix depuis 35 ans de systématiquement réinvestir ses résultats. Donc aujourd'hui, on dispose de 200 millions de capitaux propres, ce qui est un vrai atout dans des contextes de marché compliqués qui nous permet d'aborder, on va dire avec sérénité, un marché qui est compliqué, pour autant qu'on sache faire preuve de prudence. Et c'est quand même notre culture d'entreprise, c'est d'être à la fois entrepreneur, mais d'être aussi prudent. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Et je voudrais passer maintenant la parole à Virginie Valou, qui est directrice de la recherche et de l'ISR immobilier de la Française REM. Donc, on a vu avec Béatrice que l'institutionnel donnait un peu le tempo sur les grands enjeux de transition et que vous faites partie des premiers acteurs en être saisis et puis peut-être dicter un peu
non pas la loi, mais les bonnes pratiques sur ces sujets profonds. Et donc, chez vous, est-ce que ça a amené justement à une appréciation de vos actifs un peu différente? Alors, très rapidement, effectivement, la Française REM, c'est le pilier immobilier de la société de gestion, le groupe La Française, qui est la société de gestion du Crédit Mutuel. Bon, il est écrit dans son nom, Crédit Mutuel a un fort ADN mutualiste. Et donc, il a pris très tôt des engagements en matière extra-financière. Ces engagements, on les retrouve chez nous, chez la Française REM. Et on a fait le choix d'un modèle intégré, c'est-à-dire qu'on a réuni sous le même département la recherche et l'ISR. Donc, c'est une espèce de fonction transversale qui pilote la recherche de la performance financière et la création de valeur verte. Ça vient d'une conviction qu'on a eue très tôt, qui est de dire que la performance financière long terme, elle ne peut être pérenne que si elle est adossée à une stratégie de durabilité solide. Très clairement, donc on prend en compte ces critères ESG dans la gestion quotidienne, toutes les équipes les prennent. C'est principalement pour moi un levier d'optimisation opérationnelle. C'est-à-dire qu'on va mieux connaître de nos actifs et c'est l'occasion de renforcer le dialogue avec nos locataires. Tout ça va amener des gains opérationnels qui vont se traduire par des gains financiers. Et là, j'insiste très, très, très fortement, les critères extra-financiers sont un soutien à la performance financière. Ils ne viennent pas remplacer des objectifs de rendement financier. Nuance importante, puisqu'on cherche souvent à connaître la valeur de l'extra-financier. Finalement, c'est l'un à côté de l'autre et ça ne se substitue pas. Et donc maintenant, si on prenait un peu le pouls du marché de l'immobilier résidentiel, justement, des particuliers, avec Sophie Perriou, qui est directrice générale déléguée de monemprunt.com. Donc, vous êtes évidemment aux premières loges pour juger de la capacité, l'évolution de la capacité d'investissement des ménages dans l'immobilier et comment leur solvabilité, excusez-moi, a évolué, peut-être avec des points bas et peut-être quelque chose qui se passe un peu différemment aujourd'hui. Bien sûr. Bonjour à tous. Donc pour ma part, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Sophie Perriou, je suis issue du domaine bancaire. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le groupe Crédit Mutuel Arkea et j'ai rejoint monemprunt.com donc en 2022. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, donc on est une PropTech, on travaille bien évidemment sur l'immobilier, c'est l'objet de notre table ronde d'aujourd'hui, mais on a vraiment deux activités distinctes. Une activité en tant qu'éditeur de logiciels et une activité en tant que courtier full digital pour les particuliers. Sur la partie logicielle, on se positionne vraiment comme un accélérateur de financement. L'idée, c'est qu'on a construit un logiciel qui facilite les relations entre les acquéreurs, les professionnels de l'immobilier et les banques. D'accord ? Nos services vont de l'évaluation de la capacité d'achat, grâce à un puissant outil de scoring qu'on a développé en interne, jusqu'à la recherche de prêts immobiliers, bien évidemment, pour les particuliers. Plus récemment, on a également développé un outil de génération de leads pour répondre aux attentes de nos clients professionnels, notamment promoteurs. Pour répondre un petit peu à votre question, du coup, Laurent, sur la partie solvabilité des emprunteurs, alors, on va se resituer, on entend beaucoup la date de 2022, je crois qu'on va l'entendre pas mal dans cette table ronde. Il faut savoir que depuis 2022, le financement, c'est vraiment le premier frein dans le parcours d'acquisition immobilier. Avec la hausse brutale des taux d'intérêt depuis 2022 et le durcissement des conditions d'octroi, liées notamment à l'évolution des normes HCSF, on a vu les refus de prêts aller jusqu'à un taux de 50%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous rappelle, en juillet 2022, il s'agissait donc de la première hausse des taux en 10 ans. Ça fait déjà un petit moment, mais je pense qu'il faut se le rappeler. Et en 15 mois, on a connu 10 hausses consécutives des taux de la BCE. On va illustrer ça par un exemple concret. Pour un prêt de 200 000 € sur 20 ans, en 2021, on pouvait emprunter à un taux nominal moyen à peu près de 1%. D'accord, ce qui représentait des mensualités de 920 € et un coût total d'intérêt de 85 000 €. En fin 2023, le taux nominal moyen était donc de 4,45, ce qui représentait des mensualités de 1 260 € et donc un coût d'intérêt de 85 000 € versus les 20 000 €. Donc concrètement, ça veut dire une capacité d'achat qui s'est réduite de 70 000 € en 3 ans.
Donc, je pense que cet exemple est assez parlant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça s'est clairement détendu depuis 2024, consécutivement, bien évidemment, à la baisse des taux et à l'assouplissement également des conditions d'octroi des partenaires bancaires, bien entendu. Néanmoins, l'optimisation de la capacité d'emprunt, et on en reparlera tout à l'heure, est vraiment primordiale, tant en accession à la propriété qu'en investissement locatif, bien évidemment. Oui, 70 000 euros de gap sur l'investissement d'un ménage, c'est un décile et demi de revenus. Donc, il y a 15% des ménages français qui, on va dire pratiquement du jour au lendemain, se sont trouvés désolvabilisés. Chez Adéquation, on avait fait, excuse-moi, je fais une petite entorse au règlement, je parle un tout petit peu d'Adéquation. On avait fait une étude justement des causes de la baisse de solvabilité des ménages sur cette période, sur ces 3 ans. 75% de la désolvabilisation, c'était la hausse des taux, et 25%, on va dire, la consolidation de certains prix dans certaines métropoles, un petit peu encore à la hausse. Donc, pour comprendre les sous-jacents de cette désolvabilisation. Mais enfin, si j'ai bien compris, ça s'améliore un petit peu. Alors, Philippe Schmitt, vous êtes directeur général du réseau AFEDIM. Alors, vous accompagnez les particuliers plutôt dans leur stratégie patrimoniale. Ça comprend aussi la résidence principale, je crois, mais aussi l'investissement. Et donc, on parle beaucoup du coup d'arrêt de l'investissement des particuliers dans le neuf, en particulier avec la fin du dispositif Pinel. Donc, est-ce que c'est des choses que vous observez et puis finalement, est-ce que c'est si grave? Déjà, merci pour cette promotion. Je suis que directeur du réseau, mais effectivement, AFEDIM, c'est la filiale à 100% de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Beaucoup de gens du Crédit Mutuel aujourd'hui. Donc, ça a été créé en 92. Et vraiment, notre mission, si vous voulez, c'est vraiment d'apporter des solutions aux clients du groupe pour effectivement les clients qui souhaitent donc construire ou acheter leur résidence principale, investir dans l'immobilier résidentiel, patrimonial ou classique, mais également, depuis quelques années, on accompagne nos clients qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers. Et puis, on a aussi une filiale qui gère 30 000 mandats. Donc, on a aussi une expertise dans la location, c'est-à-dire une activité récurrente qui est intéressante, bien connaître le marché locatif, résidentiel. Et pour finir, effectivement, aussi, on accompagne nos clients locataires, puisque la crise du logement touche aussi fortement nos locataires. Donc, pour ça, on a effectivement on va dire 4 500 négociateurs qui sont formés à l'activité commerciale sur l'immobilier dans 2800 points de vente. Crédit Mutuel et CIC, c'est notre force. On peut donc s'appuyer sur le réseau bancaire qui a une fine connaissance de la clientèle et qui est donc, on va dire, détecte les besoins et accompagne les clients. Donc, ça, c'est pour brosser un peu le tableau. Nos négociateurs, ils ne sont pas commissionnés, c'est important de le dire aussi, pour des raisons aussi, voilà, ils sont totalement objectifs dans leurs conseils et ils accompagnent vraiment en toute transparence leurs clients. Et puis, on s'appuie sur un catalogue de 22 000 lots que nous avons grâce à des partenaires comme Spirit, qu'on sélectionne sur des qualités vraiment aussi d'emplacement, des qualités aussi environnementales, on l'a dit, c'est important, l'impact que ça peut avoir la construction, mais aussi après à l'usage, donc c'est-à-dire des performances énergétiques qui sont quand même à chaque fois vérifiées. Pour en revenir à la question, par rapport à la fin du Pinel, effectivement, on l'a ressenti. Je te rejoins aussi, c'était déjà en 2023, même avant que le Pinel s'éteint, il s'est éteint, on va dire, petit à petit. C'est déjà la hausse des taux. Ça nous a effectivement obligés à revoir notre stratégie commerciale. Et c'est surtout à travers, j'ai envie de dire, la formation de nos réseaux, de parler différemment, comme le marché a beaucoup changé. Les investisseurs sont sortis progressivement et assez massivement du marché du neuf. Il a fallu effectivement passer par beaucoup de formations, revenir sur les fondamentaux d'un investissement immobilier, le long terme, et l'accompagnement du client à travers des thématiques comme la préparation de la retraite, la protection du patrimoine, des proches aussi, et également utiliser, j'ai envie de dire, l'immobilier comme un outil de transmission. Pour terminer, je dirais aussi, on a remis en avant des solutions patrimoniales déjà existantes,
mais qui n'étaient peut-être pas assez proposés, qui permettent d'avoir des réductions d'impôts si vraiment il y a un besoin, le Malraux, les monuments historiques, les déficits fonciers, et également d'autres dispositifs, peut-être qui ne donnent pas de réduction d'impôts, mais qui, en tout cas, n'en génèrent pas. Donc la location meublée, bien évidemment, mais également le démembrement temporaire de l'usufruit. Donc ces solutions-là, on les a remis en avant. Beaucoup de formation et d'accompagnement. Mais globalement, ça ne remplace pas un pour un tout le volume qui était fait. Non, tu as raison de le dire. Voilà, on pourra être honnête, ça compense une partie, mais pas totalement. D'accord. Bon, Frédéric, pour le promoteur, hein, donc peut-être justement nous dire et nous rappeler où en est le marché résidentiel du neuf, hein, côté promotion immobilière, hein, et surtout sur quel levier Spirit et les promoteurs plus généralement peuvent jouer pour relancer l'activité. Depuis 3 ans, on a vraiment eu un effondrement des volumes. Par contre, on n'a pas eu un effondrement des prix, hein. Donc aujourd'hui, en 2025, ça va être comme les 2 dernières années. Il y aura moins de 100 000 logements mis sur le marché. Il n'y a pas de raison objective pour imaginer que ça change ces prochaines années. Donc on doit se préparer à ce nouvel environnement. Et ce qui est frappant depuis quelques mois, c'est le désintérêt très fort des investisseurs particuliers. Donc on a parlé du statut de bailleur privé. Il y a des attentes sur ce sujet-là. On ne sait pas trop ce qu'il en adviendra. Donc on est aussi obligé, nous promoteurs, de chercher les solutions nous-mêmes sans attendre qu'elles arrivent. Et chez Spirit, on n'a pas la recette magique, mais on a identifié quelques clés. La première, c'est de travailler autour de notre produit. Chez Spirit, on considère qu'il est important de faire du beau, que ce soit nos appartements, nos locaux d'activité. La qualité architecturale, elle est importante. Donc, continuer à faire du beau, à travailler sur la performance de nos bâtiments, la performance énergétique, les services autour de nos bâtiments. Ce qui est important aussi, c'est de travailler sur des produits qui sont cohérents avec la capacité financière de nos clients, hein. On doit plus partir, à mon avis, de nos clients que les promoteurs l'ont fait pendant un certain temps. Donc, un élément très important, c'est de travailler autour de notre produit. Le deuxième, j'ai envie de dire, c'est l'agilité. Il faut être capable aujourd'hui, j'ai envie de dire, d'activer tous les réseaux, par exemple tous les canaux de commercialisation possibles. Chez Spirit, on a une appétence assez forte historique pour les ventes en bloc. Ça nous a été quand même assez utile, il faut le reconnaître, en 2023 et 2024. Et il est important d'être capable de faire vivre tous ces canaux de commercialisation en parallèle. Mais derrière ça, on a chez Spirit une confiance à long terme dans le logement. On considère que les besoins sont là, qu'il faut être capable de travailler sur notre produit. Et puis, on reste un petit opérateur, hein. On fait entre 1000 et 1500 logements. Et donc, nous, on considère qu'on a une place pour grandir en développement de nouvelles compétences. On en parlera sans doute tout à l'heure. Voilà, on a une confiance dans le long terme, dans le logement. Il n'y a pas de recette miracle. Ce qui nous semble important, c'est de bien gérer nos engagements, nos risques et de bien écouter nos clients. Voilà. Oui. Je retiens bien l'idée du compte à l'endroit en partant du revenu, de la capacité des ménages pour déterminer le prix ou le loyer, et peut-être quitter ou s'éloigner un peu ou concilier cela avec le sempiternel compte à rebours qui marche dans l'autre sens. Bon, super. Virginie, donc on voit ce marché de l'investissement des particuliers dans le logement qui était peut-être une spécificité française, relativement aux autres pays qui ont été exposés par Béatrice. Les besoins locatifs, ça reste vachement important, hein. A priori, le promoteur, dans sa vente au détail et AFEDIM auront peut-être moins de possibilités de fournir le volume. Donc finalement, est-ce que l'institutionnel va revenir sur ce marché-là, et si oui, à quelles conditions? Alors, effectivement, l'investisseur institutionnel, il est beaucoup courtisé. On va dire après, il y a un fait qui est très clair, c'est que l'investisseur institutionnel a une approche rationnelle d'un point de vue financier. Et on l'a vu avec Béatrice, les taux de rendement à Paris sur le résidentiel
sont inférieurs à l'OAT 10 ans, c'est-à-dire au taux sans risque. Donc, on a un écart de rendement qui est quand même très défavorable au résidentiel. Après, il se trouve qu'actuellement, il y a quand même des décotes en bloc qui peuvent venir améliorer ce taux de rendement. Et puis, on voit qu'il y a certaines opportunités à saisir parce qu'on a tout simplement des promoteurs qui sont en train de sortir de certains projets ou qui sont en train de faire des conditions, on va dire, très favorables à l'acquisition. Au-delà de ça, et si on se projette un peu, puisque je pense que normalement les promoteurs vont devoir repartir, vont pouvoir repartir. Au-delà de ça, il faut qu'on réfléchisse, je pense, collectivement à être créatif et à être inventif. Il y a deux manières. On peut se reposer sur les subventions d'État ou sur les incitations fiscales. C'est ce qui a fait le bonheur des investisseurs particuliers pendant de longues années. Et d'un point de vue, purement philosophique, je trouve ça tout à fait normal que si on part du principe que avoir un logement, c'est répondre à un besoin essentiel. Il est normal que l'État participe à cet effort. Mais je pense qu'il y a pas mal actuellement de réflexions qui tournent autour du droit de la propriété, qui cherchent à segmenter ce droit de la propriété entre bâti et foncier, on l'a vu, entre usufruit et nue propriété, ou même à se poser la question de la durée de droit de propriété. Concrètement, est-ce que j'ai besoin d'être propriétaire, d'être toujours propriétaire de mon bien une fois que je suis morte? Il y a le viager pour ça, il y a la flexi-propriété. Enfin voilà. Je pense que collectivement, on voit quand même beaucoup d'initiatives qui visent à doper un peu le rendement pour les institutionnels et qui leur permettra de revenir sur cette classe d'actifs tout en protégeant évidemment les intérêts de l'investisseur ou du locataire particulier. Et sur ces montages qu'on généralise en montage dissociant, en mettant le viager dedans, bien entendu, donc l'institutionnel peut prendre sa part. L'institutionnel est tout à fait prêt à prendre sa part et comme l'a souligné Béatrice, en plus, il y a vraiment un impact social sur lequel certains institutionnels sont très sensibles à ça, surtout les gros assureurs. Donc, vous pourriez acheter des morceaux de logement et que ça devienne un actif résilient dans votre portefeuille. On le fait déjà. On a 2 fonds viagers à la française. On a lancé un fonds qui s'appelle un concept de la flexi-propriété, effectivement. Donc, oui, là-dessus, on a des investisseurs institutionnels qui sont intéressés sur ces sujets-là. Très bien. Écoutez, on note, c'est super. C'est des bonnes indications et des belles perspectives. Philippe, je crois que vous n'êtes pas sensible non plus à ce sujet et que ça peut aussi concerner la clientèle des investisseurs particuliers. Donc, est-ce qu'il y a un rebond possible de cette demande? Est-ce qu'on peut la rediriger vers le nouveau logement, c'est-à-dire soit le neuf, soit la restructuration de l'ancien? Oui, comme dit, nous, on est vraiment sur le résidentiel pur. Donc là, ce qu'on a constaté, traditionnellement, comme on est plutôt des banquiers, on avait à peu près 80% de nos réservations, c'était fait par effectivement pour du locatif, notamment, je le disais avant, avec le Pinel et l'investissement patrimonial. Ça a totalement changé. Là, on le remarque dans nos portefeuilles de clients. Aujourd'hui, c'est au moins 40%, même parfois, on va, je pense, arriver aux 50% d'ici fin d'année. La moitié de nos ventes, c'est de la résidence principale. Donc, ça, c'est effectivement déjà important de le signaler. Ce segment-là, surtout les primo-accédants, les jeunes, il y a effectivement les incitations dont tu parles, le PTZ, les aides aussi que font les banques, soutiennent quand même déjà cette partie-là du marché. Après, les investisseurs, comme c'est effectivement le deuxième pied fort, on ne va pas l'abandonner, mais là, il faut effectivement trouver des solutions pour répondre, on va dire, aussi en termes de budget. Ce qu'on remarque, c'est que les investisseurs particuliers, les bailleurs privés, aujourd'hui se tournent vers des budgets de type 100 000, 110 000, 120 000 euros, qui leur permettent d'avoir beaucoup moins qu'avant. Voilà, beaucoup moins qu'avant, tu as raison, il faut le dire. Donc l'incitation fiscale qu'il y avait sur Pinel avait quand même aidé à vendre des prix plus élevés. Donc on voit une appétence pour les logements type étudiants, notamment avec beaucoup d'acteurs aussi qui se placent sur ce sujet-là dans les villes où il y a vraiment de la demande. Donc nous, on est attentifs quand même à toujours, à long terme, aller sur des sujets où il y a vraiment un besoin déjà en termes de logements étudiants. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le segment patrimonial, chez nous, il progresse, mais il progresse depuis des années. Et il était assez discret il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est 1/4 de nos ventes. Et dans le segment patrimonial, c'est toute l'offre dont on parlait un peu avant, la réhabilitation, avec des placements type Malraux, monuments historiques ou déficit foncier, mais aussi tout le pan du démembrement. Donc, le fait aussi d'acheter
un démembrement temporaire de l'usufruit. Donc, on achète la nue propriété, l'usufruit est porté par un bailleur et puis on récupère effectivement un logement au bout de 16 ans. C'est un gros avantage parce qu'effectivement, il n'y a pas de gestion pour le client bailleur et il n'y a pas de fiscalité pendant toute cette durée de démembrement. Hein. Et donc, on récupère à la fin quand même un logement souvent qui bénéficie d'un emplacement prime. Donc, ça, c'est des actifs. Voilà. C'est des réflexions. On doit continuer à progresser aussi dans les solutions qu'on apporte. Peut-être, je suis d'accord avec toi, être très à l'écoute de nos clients et du marché, quoi. C'est un coup de canif dans la conception, la sacro-sainte conception de la propriété à la française. Oui, mais il faut aller avec le marché. Donc, on passe de la France de propriétaire à la France de multipropriétaire. Peut-être, en partie. Très bien. Et juste petite précision, quand tu es sur ces montages nue propriété, là aussi, tu es plutôt sur des petits budgets. C'est la même chose. Oui, alors on a effectivement plutôt une appétence pour des budgets là, de 130 140 000 euros. Ouais, d'accord. Bon, voilà, donc le gros du marché de l'investissement des particuliers. Écoute, je repasse la parole à Sophie, qui peut-être peut nous rassurer un peu en disant que dans cette conjoncture qui est à l'arrêt depuis 3 ans, il y a peut-être quelques signaux de reprise. Hein, et finalement, tout ce contexte d'évolution, est-ce que ça fait réfléchir le banquier? Et puis, est-ce que ça fait réfléchir votre propre tech? Donc, pour la première partie de ta question, Laurent, oui, il y a effectivement une bonne nouvelle et je vais un petit peu dans le sens de Philippe qui parlait de la part des primo-accédants. C'est que depuis l'élargissement du PTZ en avril 2025, on revoit les primo-accédants revenir de manière très significative. Les banques ont également mis en place ce qu'on appelle des prêts boost, des prêts complémentaires à ce PTZ à des conditions très avantageuses, dans tous les cas à moins de 2%, voire 0% en complément. Donc ça contribue très clairement à cette reprise. Il faut savoir que sur les primo-accédants, sur la globalité des financements que nous avons accordés, ils représentaient 66% des financements validés en 2022 chez monemprunt.com. Aujourd'hui, c'est 87%. Donc, ils ont pris plus de 20 points. La moins bonne nouvelle, je rejoins, c'est les investisseurs, où effectivement, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'on est passé de 32% en 2022 à 13% en 2025. Donc, effectivement, le constat est là. Mais néanmoins, voilà, effectivement, dans ce contexte incertain, comme on le disait, cet élargissement du PTZ a vraiment fait du bien au marché. De notre côté, sur la deuxième partie de la question, Laurent, bien évidemment, tout à l'heure, j'entendais Frédéric parler d'agilité. C'est ce qu'on fait aussi et ce qu'on s'attache à faire depuis plus de 3 ans. Et surtout, on a détecté des nouveaux besoins, finalement, chez nos clients professionnels. On a été amené à élargir notre offre monempruntpro.com, notamment par l'intégration de widgets sur leur site web pour générer du lead, par exemple. Notre offre technique permet vraiment de faire du sur-mesure pour répondre de manière ultra personnalisée finalement à leurs besoins et répondre surtout aux attentes de leurs clients. C'est vraiment devenu un véritable outil métier pour eux. Et c'est vrai que les attentes sont très claires, c'est baisser le taux d'échec, bien évidemment, baisser le taux de désistement. Et ils veulent une solution efficace finalement pour déterminer avec fiabilité la capacité d'achat de leurs clients et ainsi sécuriser la vente. C'est vraiment le nerf de la guerre. Et avec cet outil, ils peuvent aussi apporter de la valeur dans un marché qui est clairement, on vient de le dire, en pleine mutation. Très bien. On va clore sur cette petite note d'optimisme le sujet du logement, provisoirement. On en reparlera en conclusion, pour ouvrir finalement celui des autres classes d'actifs, principalement l'actif principal qui était le bureau. Mais pas que. Et donc, pour planter le décor, je me retourne vers Virginie. Et finalement, si on regarde un peu les deux marchés, si on les compare, est-ce que c'est pire ou c'est moins bien pour le bureau? Les perspectives sont meilleures ou les sujets ne sont pas corrélés ou au contraire, ils sont corrélés? En fait, ça sera intéressant d'avoir votre point de vue.
Alors, si on fait une espèce de comparaison entre ces deux marchés, les deux marchés sont en crise, mais pour des raisons très différentes. Hein. Sur le marché des bureaux, on a une demande qui est en repli, Béatrice l'a expliqué, suite à l'essor, on va dire, du télétravail, pour faire très simple, et une offre excédentaire. Sur le logement, c'est un peu le contraire. On a un marché en crise parce qu'on a une demande qui est toujours tendue, pas toujours solvable, mais qui est toujours très marquée, et un manque d'offres. Donc, on a vraiment des situations inverses. Ce qui a poussé certains à essayer de faire la bascule, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup, c'est simple, on n'a qu'à prendre tous les bureaux excédentaires et les transformer en logements puisqu'on manque de logements. Tous les propriétaires de bureaux sont évidemment très favorables à cette proposition. En revanche, c'est souvent beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît sur le papier. D'abord, il y a un accueil assez mitigé en général des autorités locales. Il y a pas mal de problèmes techniques, mais surtout, il y a une équation financière qui ne fonctionne pas complètement. En France, il faut le savoir, et ça, c'est assez une spécificité française, pardon, le prix des bureaux est bien supérieur au prix du résidentiel. Donc, si vous ajoutez en plus les prix de conversion, ça rend le bilan de l'opération très compliqué. Après, on s'aperçoit qu'il y a quelques opérations en ce moment qui voient le jour, principalement parce que le propriétaire actuellement du bureau, qui est généralement vacant, donc obsolète et souvent en périphérie, accepte une forte décote à la vente. Hein. On a vu des opérations où les bureaux ont été rachetés au prix du foncier. Évidemment, ça aide beaucoup à faire tourner le bilan. Et si on veut être un peu plus optimiste quand même, on s'aperçoit que la correction des prix du bureau a fait converger finalement les prix du bureau et les prix du résidentiel dans certaines communes où les prix résidentiels sont assez élevés. C'est principalement l'ouest parisien. Moi, ce qui m'a frappé récemment, c'est que j'ai vu plusieurs projets qui vont voir le jour, a priori, à Levallois, avec des conversions de bureaux. Alors, c'est des conversions partielles, c'est parfois en résidentiel classique, c'est souvent en résidentiel géré, mais visiblement, là, les bilans tournent mieux pour la partie conversion. Maintenant, très rapidement, sur les bureaux, on a un marché très polarisé, très segmenté. Les bureaux souffrent, mais pas tous les bureaux. Et surtout, on continuera à avoir des besoins de bureaux qui répondent, comme le disait Frédéric, à la demande des clients. Mais il y a une demande réelle sur cette classe d'actifs. Donc non, le bureau n'est pas mort, loin de là. Oui, il y a une étude qui nous a été présentée à l'UIF qui donnait justement la conversion moyenne des bureaux en divers actifs. C'est rarement monolithique. Et donc, pour ce qui est du logement, y compris résidence gérée, ça nous représenterait, selon cette étude et ces exemples, que 26% des mètres carrés redestinés dans un immeuble de bureau qui était à 100% au départ. Donc ces chiffres corroborent complètement votre analyse, Virginie. C'est évident, et j'avais juste une petite question corollaire. Quand l'Ouest parisien marche bien et qu'on arrive à trouver les convergences, est-ce que c'est à peu près comparable en termes de valeur à ce qu'on trouve par exemple dans le centre de certaines grandes métropoles régionales, où c'est vraiment les métropoles régionales sont un peu exclues de ce raisonnement? Sur la conversion de logement? Sur la conversion de bureau en logement, avec cette convergence des valeurs qui, à un niveau raisonnable, qui permettrait probablement certaines conversions. Parce que donc, quand on est à la Pardieu, par exemple à Lyon, on a exactement le même problème. Hein. Alors, on a exactement le même problème en région, avec comment dire, des ordres de grandeur un peu différents, puisque les coûts de construction, les coûts de transformation sont quasiment les mêmes. Alors, les prix de sortie ne sont pas les mêmes en région et en Ile-de-France, pour faire simple. Et ça vient quand même beaucoup peser sur le bilan, les prix de sortie nettement inférieurs en région sur ces opérations. Donc, plus dur sur les centres d'affaires en région. Bon. Merci pour cette précision pour le régional que je suis, ça me tenait à cœur. Frédéric, finalement, Virginie vous a quasiment posé la question, hein, c'est-à-dire on est bien confronté à cette polycrise dont je parlais tout à l'heure, multifactorielle, plusieurs crises en même temps. Et donc, est-ce que vous, en tant que promoteur et dans votre modèle, est-ce que ça vous incite à mélanger les sujets, à mélanger les genres et les métiers? Et peut-être qu'en faisant ça, en fait, chacune des classes d'actifs que vous valorisez s'en sort mieux, point d'interrogation. Oui, je pense qu'un des enjeux aujourd'hui pour le secteur immobilier, c'est d'être capable d'apporter des réponses globales, quels que soient les produits ou les partenaires. Donc moi, je vais vous donner 3 exemples concrets, 3 projets qu'on a gérés ces dernières années, derniers mois chez Spirit, et qui nous ont aussi incités, voire obligés à développer des nouvelles compétences.
La première, ce qu'on voit, c'est que les collectivités, aujourd'hui, dans leurs consultations, elles sont attentives à, quelque part à l'histoire qu'on va raconter, à notre capacité, par exemple, à rapprocher les lieux de vie et les lieux de travail. Donc, pour la première fois chez Spirit, là, on a gagné une consultation à Orly, où sur le même site, on va développer des logements, des services, mais également des locaux d'activité. C'est-à-dire que sur la même, on a fait une réponse globale et on s'est rendu compte quand même que pour être capable de structurer une offre intelligente, il fallait développer des nouvelles compétences en interne. Donc, on a créé Spirit Grand Projet, qui est capable d'aller chercher le savoir-faire de chacun de nos métiers et de l'assembler. Mais c'est une compétence en soi de faire ce travail. Je vais vous donner un deuxième exemple. Un de nos points forts, je pense, c'est les locaux d'activité. Ce qui est important, c'est d'être capable de développer de façon presque sur mesure un outil de production pour une entreprise, mais c'est parfois aussi d'être capable de leur trouver des solutions pour la propriété de leur site. C'est parfois aussi d'être capable de leur proposer des solutions en termes d'énergie. Nous, on s'est rendu compte que sur nos locaux d'activité, on avait des surfaces de toit très importantes et on a décidé aujourd'hui de solariser tous nos locaux d'activité. Et donc, on a créé une filiale qui est Spirit Energy, qui est à la fois un prestataire qui a une compétence pour dimensionner, développer des centrales photovoltaïques, mais également une compétence de foncière, parce qu'on s'est dit qu'il pouvait être intéressant pour nous de détenir, dans le cadre de notre foncière, de nos actifs groupes, des panneaux photovoltaïques et d'avoir encore là une vision long terme de l'immobilier. Et puis un troisième exemple, on parlait de la conversion des bureaux en logement. Depuis 1 an et demi, là, on réalise en plein centre une conversion de bureaux en résidence de tourisme d'affaires. Ces projets, on en étudie beaucoup, il y en a très peu qui vont au bout, mais la seule façon de le faire, c'est de se mettre tous autour de la même table, de travailler à livre ouvert sur les coûts techniques, sur les solutions de portage qu'on peut envisager. Et ça nous a incité, il y a 6 mois, à créer une nouvelle filiale qui s'appelle Spirit Rehab. Donc, moi, je pense que on peut avoir, dans cet environnement qui est compliqué, un regard positif, mais ça nécessite de créer des nouvelles compétences, de se remettre un peu en question et puis de considérer aussi que les produits immobiliers sont à chaque fois des produits uniques et qu'il faut les travailler comme tels. Il n'y a pas de recette qu'on peut déployer de façon uniforme. Il faut travailler dans la concertation avec plein de parties prenantes. C'est aussi ça qui nous motive aujourd'hui chez Spirit et qui oriente notre développement. Oui, et puis j'aime bien l'idée de la foncière qui garde les parkings et les toits, et pas pour faire des mètres carrés de immobilier, mais pour y poser des panneaux. Et puis on garde aussi un certain nombre de locaux d'activité où on peut proposer ce qu'on appelle des clés en main locatifs, c'est-à-dire qu'on crée un outil pour nos entreprises et on en reste le propriétaire à long terme. Voilà. Bon, super. Alors, Philippe, donc on sent bien qu'il y a un sujet là autour de le réinvestissement notamment des chefs d'entreprise sur un immobilier qui n'est pas que résidentiel. Donc, est-ce que c'est des choses que vous voyez? Est-ce qu'il y a un lien finalement ou des exemples que vous avez en tête qui corroborent cette initiative de Spirit? Et là, je rejoins vraiment ce que dit Frédéric. Nous, on voit qu'il y a une vraie corrélation entre le logement et le monde du travail, de l'emploi. On l'a même remarqué récemment, il y a quelques mois, on a été approché par un groupe d'entrepreneurs vendéens. En Vendée, il y a des zones où ils ont des zones de plein emploi, on va dire. Donc, pour faire venir de nouveaux salariés, il faut aussi offrir des logements. Enfin, Et le parc locatif, c'est un marché de besoin qui, dans certains endroits, est en très, très, très grande tension. Ils n'arrivent pas à trouver de logement. Donc, malgré des offres d'emploi intéressantes en termes de rémunération et même d'avantages, ils n'arrivent pas à pouvoir ces emplois parce qu'il n'y a effectivement pas la possibilité pour ces futurs cadres, employés, ouvriers spécialisés de venir avec leur famille. Donc, ils nous ont carrément sollicité en disant, tiens, dans votre chaîne de valeur, vous faites aussi... À l'Ouest, en tout cas, on a un promoteur, on a aussi un aménageur. Est-ce que vous ne pouvez pas, nous, on souhaiterait même acheter en bloc, faire construire de l'immobilier pour,
dans un premier temps, pendant 6 mois, laisser la possibilité à ces salariés d'avoir au moins un logement et pouvoir recruter plus sereinement voilà. Donc, si on peut répondre à ces situations très locales, hein, on va dire, on le fait, mais on le voit, et je rejoins ce que tu disais, Frédéric, c'est une concertation qui doit être plus grande, hein, qui doit mettre autour de la table, effectivement, les acteurs privés, mais aussi publics. On sent qu'il y a vraiment des tensions locatives qui génèrent un problème de mobilité des salariés, et ça dépasse notre activité de commercialisateur, mais c'est un vrai sujet qu'on remarque de plus en plus. Alors, partout, hein, bien sûr, l'Île-de-France, mais notamment là, en province, on a beaucoup de villes où ça crée des sacrées tensions sur l'emploi. Oui, j'ai participé à un colloque la semaine dernière à Rennes, Organic Cities, qui était consacré à la French West Coast, hein, donc l'arc atlantique. Donc, ils sont déjà sous pression puisqu'ils doivent accueillir 40 000 nouveaux habitants par an. Et donc, toutes les tendances indiquent que ça va être 70 000. Et donc 30 000 de plus à très court terme. Et donc, l'enjeu, en fait, quand on quantifie l'enjeu, il résume en disant il nous faudrait une région supplémentaire. C'est l'équivalent de ce que produit la Bretagne en un an. Vous voyez, donc il y a vraiment un sujet très important sur cette problématique. Et effectivement, c'est très localisé. En fait, finalement, on s'aperçoit qu'il y a de grandes inégalités, hein, dans l'attractivité territoriale, et il y a vraiment des territoires qui sont extrêmement sous tension. Parfait. Donc, Sophie, n'empêche que tout ça, hein, donc quand on parle de performance énergétique, de panneaux photovoltaïques, d'amélioration de la performance énergétique des logements, y compris dans la rénovation, ça coûte plus cher. Donc, on a l'impression que c'est des surcoûts avec, on l'a dit tout à l'heure, des clients, in fine, dont les capacités ne sont pas extensibles, hein, elles sont vraiment limite. Donc, est-ce que dans le financement, dans les services que vous proposez, il y a véritablement des choses qui sont mises en place pour compenser un petit peu ces surcoûts? Oui, effectivement, on revient sur le sujet de la capacité d'achat des acquéreurs particuliers, en tout cas. C'est vraiment l'enjeu numéro 1. Et pour ça, alors on a bien évidemment notre équipe d'experts courtiers qui connaissent sur le bout des doigts les conditions bancaires, etc., et qui arrivent à optimiser au maximum les financements, mais on arrive aussi à s'entourer, et Béatrice le disait tout à l'heure, d'acteurs de la PropTech. Et on voit que les synergies sont vraiment importantes, hein, dans ce secteur d'activité. Nous, c'est ce qu'on a fait. Alors, d'abord, je reviens sur les partenaires bancaires. Ils ont, comme on l'a dit tout à l'heure, mis en place des offres à taux bonifié pour les primo-accédants, mais pas que. On a aussi effectivement les acquéreurs de biens neufs ou qui bénéficient d'un diagnostic de performance énergétique favorable, qui peuvent aussi bénéficier de conditions avantageuses via ces partenaires bancaires, avec une décote, hein, tout simplement, sur le taux du prêt, qui peut être accordé à la mise en place du prêt, d'ailleurs, ou en cours de prêt. Si l'acquéreur décide de faire des travaux pendant son emprunt et que ça permet d'améliorer la note, il va pouvoir avoir une décote de son taux via sa banque. Donc ça, c'est important de le noter. Et nous, en parallèle, on s'est rapproché d'un acteur qui s'appelle Optimo. On a signé un partenariat ensemble. Et comme son nom l'indique, il va optimiser le budget travaux avec pour objectif d'améliorer le DPE et donc de diminuer le coût du financement par rapport à ce que je viens de vous donner et d'améliorer en plus la valeur de son bien. Donc ça, c'est des choses qu'on a faites assez récemment. Dans la même stratégie, on développe aussi, c'est en cours de concrétisation, un partenariat avec un acteur sur le marché du courtage en énergie et télécom, avec toujours la même vision, tout simplement baisser les charges mensuelles de l'emprunteur et améliorer donc sa capacité d'endettement. Donc c'est vrai qu'on fait preuve d'agilité, l'environnement reste toujours incertain, mais on arrive à s'entourer effectivement d'acteurs de la PropTech pour toujours aller effectivement dans ce sens du client. On sait que les démarches bancaires, hein, c'est toujours très anxiogène chez les porteurs de projets, encore plus, je pense, dans le contexte dans lequel on est en train de vivre. Donc vraiment, on s'attache à les accompagner, à les prendre par la main et les accompagner jusqu'au bout de leur projet.
Oui, et puis pour prendre le rôle du banquier aussi à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire dans le financement des professionnels. J'étais avec Olivier Colonna d'Istria il y a une semaine environ. On avait une autre table ronde où on intervenait ensemble. Il disait que les financeurs des professionnels travaillent aussi sur de nouveaux fonds pour améliorer les concours en fonds propres dans les opérations, considérant qu'il va falloir, pour tous les projets dont on parle, beaucoup plus de fonds propres qu'avant, et peut-être s'éloigner un peu, on va porter, en tout cas, mixer le modèle de l'AVFA qui, lui, en consomme assez peu. Donc, on parlait tout à l'heure du BitTorrent, donc probablement qu'on va en mettre une bonne dose en France, sachant que en France, le modèle de l'AVFA, c'est un modèle singulier et unique. On est le seul pays au monde, avec le Luxembourg, à avoir mis en place ça il y a 50 ans. Partout ailleurs, on est sur d'autres modèles, donc on a peut-être aussi beaucoup de choses à apprendre de nos voisins qui pratiquent déjà des montages qui sont pour l'instant peu usités chez nous. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a vraiment c'est l'ensemble des acteurs qui apportent leur pierre à l'édifice pour en fait, baisser la pression sur la valeur financière de tous les actifs, que la solution ne réside pas que chez l'un d'entre eux. Il n'y a pas que le foncier, il n'y a pas que le coût de construction, il faut agir sur plusieurs leviers pour arriver à trouver la compétence. Donc, on va conclure cette table ronde avec Virginie, justement, qui va peut-être revenir sur ces sujets qui étaient passionnants, de valeur environnementale et sociétale, de développement durable. Et donc, on a bien compris que ça ne remplaçait pas le rendement, mais par contre, comment ça se vit au quotidien, comment ça impacte au quotidien dans tout ce que fait l'institutionnel, au moins la française. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur le collectif. Je pense qu'en matière extra-financière, en matière environnementale, c'est vraiment, on y arrivera si on se met tous autour de la table et qu'on arrive à discuter. Parce que s'il n'y a que moi qui fais de l'ESG ou s'il n'y a que le promoteur qui fait de l'ESG, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que ça soit continu, cette démarche, et que ça soit un enjeu continu sur tous les acteurs de la chaîne. Le banquier en fait aussi beaucoup. Et le banquier en fait vraiment partie. On l'a vu là récemment que la prise en compte des critères ESG, c'est quand même pas mal attaqué, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. On a eu des problèmes de liquidité et de performance des fonds. Donc, on avait certains investisseurs. On va dire que c'était un sujet qui était moins sur le haut de la pile. Mais comme l'a dit Béatrice très bien, c'était un sujet qui était en toile de fond et qui ne disparaît pas pour autant. Et il y a un acteur qui, je trouve, est monté en compétence ou a monté ses exigences dans ces moments qui étaient un peu adverses, c'est le banquier, où concrètement, je trouve qu'il n'y a plus de financement s'il n'est pas vert. C'est-à-dire, voilà. Donc là-dessus, on n'a pas d'autre choix, puisqu'on a besoin d'être financé, on n'a pas d'autre choix que de mettre en place une gestion extra-financière. Ça, on le fait à la française depuis très longtemps. Je vous l'ai dit, on s'est aperçu que c'était un levier vraiment qui nous aidait à générer à générer des gains opérationnels. Et puis, on s'est aperçu aussi, là c'est très récent, Swiss Life aussi a été sur ce même sujet, celui de la fameuse concrétisation ou réalisation de la valeur verte. On en a beaucoup parlé. C'est très important de quantifier ça en termes financiers. On a eu beaucoup de mal. On était sur des modèles assez théoriques. Là, très récemment, certains experts, pour ne pas le nommer, Cushman et Wakefield, vont plus loin sur ce sujet. Et on a, nous, à la française, sur un échantillon test d'une quinzaine d'actifs, on a réussi à faire apparaître une survaleur liée à des critères environnementaux d'une valeur totale de 8 millions d'euros. Alors, comment ça marche ? Cette survaleur, elle est directement liée aux économies de charge qui sont réalisées par une meilleure performance énergétique. Et ces économies de charge, elles vont permettre à l'expert d'optimiser le revenu locatif qui va ensuite capitaliser et qui va se retrouver sur la valeur. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant, puisque c'est la première fois qu'on a vraiment le lien entre performance environnementale et valeur. Et évidemment, je ne peux que encourager tous les acteurs de la chaîne à continuer à creuser ce lien performance financière, impact, parce qu'il est réel. C'était la première fois, et après j'arrête, sur la valeur verte côté tertiaire, puisque côté résidentiel, les notaires
mettent à jour chaque année une modulation des prix, on va dire, en fonction des DPE. Et là aussi, on voit des écarts assez significatifs entre les maisons avec les meilleures DPE, avec les meilleures performances énergétiques, et les maisons avec les moins bonnes performances énergétiques. Bon, eh bien voilà, donc si je peux me permettre un mot de conclusion, tout ça nous incite à continuer et à refaire de l'immobilier à la française. Merci à vous tous.